Et non seulement le Royaume-Uni s'abstient, mais lorsque la guerre commence entre Israéliens et Palestiniens au tout début, dès le 30 novembre 1947, et que la guerre devient une guerre avec les États arabes voisins le 15 mai 48, en janvier 49, à la fin de la guerre, on frôle la guerre ouverte entre Israël et le Royaume-Uni en janvier 49 au-dessus du Sinaï. C'est pas très connu, mais c'était à 2 doigts de la guerre ouverte. Bon. Deuxième exemple, Washington. Washington, dans l'opinion courante occidentale, est considéré comme l'allié indéfectible de l'État d'Israël depuis toujours. C'est absolument faux. Washington est obsédé, l'administration Truman, Roosevelt aussi avant lui, est obsédé par l'idée des réfugiés, et est obsédé aussi, quand on s'appelle Truman, par l'idée de sa réélection en 1948. Et il a besoin, comme démocrate, de l'électorat juif, qui est un électorat démocrate, vous le savez, massivement. Donc c'est pour cela qu'il va faire des concessions à la création d'un État juif, alors que tout l'appareil politique américain, je veux dire le département d'État et le ministère de la guerre, sont tout à fait hostiles à la création de l'État d'Israël. Le département d'État, c'est George Marshall, et qui a un rôle considérable jusqu'en 1948, et qui fera tout pour empêcher la création d'Israël. Donc il y a, si vous voulez, entre 47 et 48, au moment crucial où les décisions des Occidentaux vont peser lourd dans la bataille, il y a une série de décisions américaines qui visent à empêcher la création d'Israël dès la semaine qui suit le vote des Nations Unies. Dès le 5 décembre 1947, ils mettent l'embargo sur les armes, déjà. Et ensuite, je passe les détails, ils proposent un moratoire, ils proposent ensuite une trêve en avril 1948. En mai 1948, une semaine avant l'indépendance du 14 mai, ils font pression sur les dirigeants du Yishuv, Ben Gurion le premier, pour lui dire « Ne faites pas ça, ne proclamez pas l'État. Bon, vous allez à la catastrophe, dans 2 ans, vous serez totalement balayé. » Finalement, Ben Gurion a résisté aux pressions et il l'a fait. La grande constante de la politique américaine, c'est entre autres éviter une immigration juive aux États-Unis, mais c'est aussi ne pas se mettre le monde arabe à dos, parce que depuis les années 20, il y a d'énormes intérêts pétroliers américains en Arabie Saoudite. Et le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud, est un ennemi acharné du sionisme. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails sur le fait que Roosevelt l'a rencontré quelques semaines avant sa mort, et quand il revient aux États-Unis en mars, je crois, 1945, il est mort le 12 avril 1945, il dit à ses collaborateurs du département d'État, il dit, vous savez, je me suis entretenu avec Ibn Saoud, j'ai appris sur la Palestine beaucoup plus en une demi-heure qu'avec tous les rapports que j'ai pu lire. On peut imaginer ce qu'il a appris. Donc ce lien occulte, si vous voulez, entre la question des réfugiés juifs, dont personne ne veut en 1945, c'est ça la vérité, c'est pas du tout la culpabilité. On ne veut pas de juifs, tout simplement. Aux États-Unis en particulier, on n'en veut pas, ni en Angleterre. Donc la réalité du temps du côté des élites, c'est plutôt l'indifférence. Bon. Et en même temps, non seulement, alors, on part sur une idée fausse, à savoir que la culpabilité aurait facilité la création d'États de la part des Occidentaux, mais c'est même pire, puisque le génocide, ce qu'on appellera, disons, le judéocide, marque pour le sionisme, non pas un triomphe, mais une défaite, une quadruple défaite. Daniel y a fait allusion, de certaine façon, tout à l'heure. Pourquoi quadruple défaite? D'abord, c'est une défaite morale. Parce que le mouvement sioniste mondial, comme le Yishuv, n'a pas pu sauver la diaspora. Alors qu'ils aient voulu, qu'ils aient pu, qu'ils en aient les moyens, etc., c'est un autre sujet. En tous les cas, le résultat est là, ils n'ont pas pu. Point. Deuxième point, c'est une défaite politique. Le sionisme, en tant que mouvement politique international et organisé, n'a pas su convaincre à temps les juifs de la diaspora de venir en Palestine et en Israël, tant qu'il en était encore temps, tant que les frontières n'étaient pas fermées, c'est-à-dire avant la seconde moitié de l'année 1936, à cause de la rébellion arabe. Troisième défaite démographique, les gros bataillons qui allaient faire l'ossature du futur État juif ont été anéantis à Treblinka, à Auschwitz ou ailleurs. Je rappelle simplement que les jeunes dans les mouvements de jeunesse sionistes, que ce soit Shomerat Tzaïr, Echaloutz, Dror, Echod Abonim, Bnei Akiva, etc., très nombreux en Pologne, se comptaient non pas en dizaines de milliers, en centaines de milliers. On approchait presque le million de jeunes, dont des dizaines de milliers étaient dans les fermes préparation, des archarotes, des fermes préparatoires à l'agriculture en Palestine. Tous ces gens-là ont été anéantis. Et c'était ça les cadres, demain, du futur État. Donc c'est une énorme défaite démographique qui explique ce que Abba Eban appelait les frontières d'Auschwitz, le 4 juin 1967. Ces frontières ridiculement petites qui mettaient Natania à côté de Kalkilia à 15-16 km de la mer, c'est le résultat d'Auschwitz. C'est ce que voulait dire Abba Eban. Et quatrième défaite, une défaite de légitimité,
que Ben Gurion avait perçu dès 1942, à savoir, mais à quoi bon un État juif après la guerre puisqu'il n'y a plus de juifs? Est-il vraiment nécessaire encore de défendre la cause du sionisme? Ben Gurion le dit dès la fin de l'année 42. Il s'attend à ce qu'on lui rétorque ce type de contestation. Enfin, dernier point, avant de voir le déroulé des événements et comment la mémoire se construit, quand on pose la question Israël et de la Shoah, on peut dire que c'est une thèse révisionniste. Quand on dit révisionniste, on pense tout de suite à la négation du crime. C'est pas ce que je veux dire ici. Une thèse révisionniste au sens tout simplement où elle nie, négationniste. Une thèse révisionniste et négationniste où elle nie quoi? Elle nie le fait qu'il y a avant 1948 60 ans d'histoire du sionisme qui ont jeté les bases de l'État d'Israël, sans lesquelles, sans ces bases-là, jamais l'État n'aurait vu le jour. Compassion ou pas compassion, si la décision de l'ONU n'avait pas embrayé sur une réalité démographique qui était là, qui consistait en 600 000 personnes qui avaient créé toutes les structures du futur État d'Israël, dont certaines ont encore les mêmes noms aujourd'hui, la Coupatrolim, la Histadrut, etc., eh bien ça aurait embrayé sur du vide. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, faire de la Shoah le fruit de la compassion. C'est oublier qu'en fait, faire d'État d'Israël, pardon, le fruit de la compassion, c'est oublier que cet État a une double reconnaissance internationale avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la conférence de San Remo en 1920, qui reconnaît la déclaration Balfour, mais surtout qui reconnaît le mandat britannique. Et deux, le mandat britannique lui-même de juillet 22, qui dit clairement, ça fait partie des clauses, que, à charge pour la Grande-Bretagne, d'édifier un foyer national juif en Palestine. Pas dans toute la Palestine, mais en Palestine. Foyer national juif, on a évité le terme État. Nous sommes des dupes. Tout le monde sait très bien que derrière foyer national, on veut dire État. Et troisième, légitimité internationale, la résolution de l'ONU, mais ça c'est après la guerre, 9 novembre. Alors ça c'est le premier point. Donc. Le deuxième point, pourquoi une thèse négationniste? Parce qu'il y a précisément ces 60-70 ans d'histoire du sionisme. Les 5 aliotes que vous connaissez, le vieux Yishuv, qui n'est pas le vieux Yishuv des aliotes précisément, mais le vieux Yishuv qui précède les aliotes roumaines, russes, yéménites, etc. Donc, dès 1870, il y a dans le vieux Yishuv un noyau hébréophone qui va faciliter la tâche à Ben Yehuda et qui crée entre 1870 et 1880, donc avant l'arrivée des Juifs russes de la première Aliyah, les premiers titres en hébreu. Le journal Alevanon ou Ahavatzelet ont été créés entre 70 et 80, donc avant l'arrivée du sionisme. Et bien avant, bien sûr, Herzl et le Congrès. Je rappelle également qu'il y a tout un travail sur la langue qui a été fait par Ben Yehuda et ses amis, c'est-à-dire des juifs natifs de Palestine du vieux Yishuv, dont Nissim Béard, c'est la communauté séfarade. La communauté ashkénaze, elle, fait partie du monde orthodoxe, profondément antisioniste. C'est donc la communauté séfarade qui va aider Ben Yehuda dans ce travail-là. La construction d'une société hébraïque dès les années 30, vous avez dès les années 25-30 déjà à peu près plus de la moitié des habitants de Yishuv qui parlent l'hébreu dans la vie quotidienne. Je ne dis pas dans langue d'enseignement. En langue d'enseignement, c'est pratiquement la majorité. Mais dans la vie quotidienne, c'est déjà la moitié. Et je rappelle simplement un certain nombre de créations qui sont très antérieures à la Seconde Guerre mondiale, donc très antérieures à toute idée de causalité. Tel Aviv, 1909. Le premier lycée hébraïque, 1906, il s'appelle Herzliya, il est à Jaffa et ensuite il va se déplacer au nord vers Tel Aviv. Le Terpion de Haïfa, c'est 1914, la Histadrut, c'est 1920, la Haganah, c'est 1920, le Magen David Adom, c'est 1920, l'Université de Jérusalem, c'est 1925, etc. Bon. Et même un certain nombre de journaux, Haaretz, c'est 1919, je crois, Davar, c'est 1922, etc. Bon. La légitimité profonde de l'État juif, elle est là. Elle est dans ce passé-là, c'est-à-dire une décolonisation du sujet juif qui habite la Palestine avant l'arrivée des sionistes, à partir du vieux Yishuv séfarade. Et quand je dis décolonisation, c'est décolonisation par rapport à l'islam, par rapport à la dima, par rapport au statut inférieur imposé aux chrétiens et aux juifs arabo-musulmans. Donc, la Shoah n'est pas le socle fondateur de l'État d'Israël. Et d'ailleurs,
c'est très simple. Il suffit de lire la déclaration d'indépendance lue par Ben Gurion le 14 mai 1948. Lisez le texte, c'est 3 pages à peu près. Et vous verrez que la Shoah est évoquée au milieu du texte en 10 lignes. Et non pas au début du texte, si ça avait été un argument fondateur, ça aurait été évoqué d'emblée. Non, elle est évoquée au milieu du texte de façon très brève. Bon. Alors, une fois cela posé, et c'est quand même l'essentiel, on va voir comment la mémoire de la Shoah se construit en Israël. D'abord, il y a, premier problème, l'accueil des rescapés. Les rescapés arrivent en masse, ça ne veut pas dire que tous viennent en Israël. Quand je dis Israël, c'est l'Israël d'avant, ou les Israël. Bon, par commodité, je dis Israël. Mais en 1945, on ne peut pas encore parler d'État. Une grande partie des rescapés viennent ici, c'est vrai. Bon, mais une grande partie aussi vont en Europe occidentale, aux États-Unis ou ailleurs. Encore faut-il qu'ils aient des visas. Mais beaucoup qui n'ont pas de visa viennent ici faute de mieux. Bon. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre 1945 et 1952, où arrive la majorité des rescapés, dans les années 50, on va compter jusqu'à 400 000 rescapés ici. Et en 1949, au moment où l'État connaît sa première année à peu près de paix, on estime en 1949 qu'un tiers des Israéliens sont des rescapés. C'est considérable. Bon. L'accueil des rescapés, pour aller vite, je dirais que c'est un accueil qui est manqué, qui est raté. Il y a 3 raisons de surface. Il y a 3 raisons de surface, ça ne veut pas dire fausse, ça ne veut pas dire, disons, des raisons moins importantes que des raisons de fond. Premièrement, il y a une immigration massive entre 1949 et 1952. La population d'Israël double en 3 ans. Puis, entre 1952 et 1961, elle double encore. C'est-à-dire que pour l'État, il y a évidemment d'autres priorités qui s'occupaient des douleurs physiques et surtout des douleurs morales et psychologiques des rescapés. Deuxième priorité, la construction du pays. Donc, première priorité, intégrer cette masse d'immigrants. S'intégrer, c'est alphabétiser pour certains, leur apprendre l'hébreu, les soigner, les nourrir, les loger, le logement, les mahabarot, les temples, etc., et leur trouver un emploi. C'est considérable, la population qui double 2 fois, simplement en l'espace de 13 ans. Priorité à la construction du pays. Et troisième problème, un état de guerre permanent. Les armistices de 1949 ne sont pas la paix, et entre 1949 et 1956, sur toute la frontière de la Cisjordanie, pas la Syrie, pas le Liban, mais de la Cisjordanie, et même du Negev côté jordanien précisément, il y a des attentats réguliers pratiquement chaque semaine. Il y a pratiquement chaque année, entre 1949 et 1956, entre 200 et 250 morts dans les attentats. Tout le monde a oublié ça. C'est après 1956 que ça va brutalement baisser. Bon. Alors, je dis, ce sont 3 causes de premier plan. Mais en fait, il y a des causes sous-jacentes, des causes non dites, de 3 ordres qui sont plus importantes. La première cause à cet accueil plutôt manqué des rescapés, c'est une culpabilité des hommes et des femmes du Yishuv de n'avoir pas pu sauver les rescapés, de n'avoir pas pu sauver tout simplement le judaïsme européen, et eux d'être encore en vie. C'est-à-dire que cette culpabilité, elle va se muer en agressivité face aux survivants. Et parce que les survivants, par le fait même qu'ils sont présents, qu'ils existent et qu'ils ont connu l'enfer sur terre, ils renvoient à une culpabilité, celle d'avoir survécu et celle de n'avoir pas pu les sauver. Bon. Et donc à partir de 1942, alors que les Juifs de Palestine, à partir de la fin 1942, vivent des années heureuses. C'est pas vrai avant, ce sont des années de tension avant, parce qu'il y a Rommel qui est tout près, etc. Bon. Mais entre 1942 et 1945, il y a d'abord la paix en Palestine, les Anglais tiennent d'une main de fer le pays, donc il n'y a pas d'attentat, etc. Mais la croissance économique est exponentielle. Jamais la Palestine n'était aussi riche, autant pour les Juifs que pour les Arabes. Ce sont vraiment des années heureuses. Donc, comme le disait un poète qui s'appelait Orit Zvi Greenberg, qui appartenait au courant de Jabotinsky, ici chez nous le paradis et chez vous l'enfer, disait-il en 2 mots. Donc c'est une culpabilité considérable. Ça c'est le premier point. Mais la culpabilité, c'est vrai pour le juif comme pour tout être humain, elle ne reste jamais à l'état de culpabilité. Un jour ou l'autre, elle se transforme en agressivité contre celui qui vous rappelle votre culpabilité. Bon. Deuxième culpabilité, la culpabilité en tant que sioniste, et là je pense aux idéologues du sionisme, c'est pas la masse, hein, d'avoir maudit la diaspora, c'est-à-dire le monde qui vient d'être détruit. Effectivement, le sionisme s'est bâti en rupture avec la diaspora, en ayant des mots très violents contre la diaspora, et des mots méprisants. D'ailleurs, quand vous lisez des textes d'idéologues sionistes des années 1910-1920, vous avez l'impression de lire des textes antisémites.
Ça frôle l'antisémitisme. C'est d'une violence extrême. Lisez Berdichevski, Yosef Chaim Brenner, etc. C'est d'une extrême violence contre la diaspora. Mais c'est une chose de condamner le monde d'où on est issu, c'est-à-dire en gros l'Europe orientale, l'Europe ashkénaze. C'est autre chose de voir que ce monde a été détruit. Et là, la culpabilité est terrible. Parce que le monde détruit, c'est le monde des parents. C'est le monde des frères et sœurs, c'est le monde des cousins, c'est le monde de la famille, c'est le monde des amis, c'est le monde de l'enfance, tout simplement. Une culpabilité, donc, épouvantable à vivre. Et troisième raison de l'agressivité qui s'est manifestée par le biais de cette culpabilité, c'est que, en tant que sionistes, ceux du moins qui étaient animés par cette idéologie, l'éthos sioniste, qui est l'homme fort, le nouvel homme juif, qui rend les coups, qui n'attend pas qu'on le frappe, etc., 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 bon, il y a tout un développement à faire là-dessus, l'éthos sioniste a été bafoué par les victimes. Les victimes, on va dire d'elles qu'elles se sont laissées conduire à l'abattoir comme des moutons. En deux mots, les victimes leur font honte. Vous avez été des victimes, vous vous êtes laissés faire comme des moutons, vous nous faites honte, ça n'est pas ce qui est dit clairement, crûment, mais c'est ce qui est sous-entendu en permanence. Tous les rescapés arrivés depuis 1945, de Appelfeld à beaucoup d'autres moins connus, l'ont dit, l'ont raconté cela, quand on leur a donné la parole. Bon. Et enfin, dernier point, ça c'est pour la culpabilité, les trois raisons profondes aussi de l'échec de l'accueil. C'est que le lien entre Shoah et État d'Israël, c'est un lien d'après-coup. D'abord, c'est un lien charnel. Il y a un lien, je l'ai dit, 400 000 rescapés. Bon. Ils sont présents dans un pays qui comptait, en 1967, à la veille de la guerre des 6 jours, à peine 3 millions d'habitants. Ce n'est pas les 9 millions d'aujourd'hui. Hein. Bon. Tout petit pays encore, tout petit et très, très modestement peuplé. Deux, c'est un lien mémoriel et politique, c'est-à-dire que Yad Vashem existe déjà dès le début des années 50, et même mieux. Yad Vashem est envisagé dès 1942. Les premiers projets de Yad Vashem, avec ce nom-là, Yad Vashem, la main et le nom, et donc je leur donnerai un nom impérissable, c'est tiré du livre d'Isaïe, c'est de là que vient le nom Yad Vashem. Le projet date de 1942, pourquoi? Parce que le Yishuv, les dirigeants du Yishuv, totalement impuissants à aider le Judée de la diaspora, faute de pouvoir les aider, imaginent déjà ce que sera la mémoire de la catastrophe après que cette catastrophe aura pris fin. Donc, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut plus vivre le présent parce qu'il est trop angoissant, on le vit dans le futur, d'une certaine façon. On vit dans ce qui sera l'après-catastrophe. Et le troisième point, c'est que en 1942, au plus fort de la Shoah, quand le Yishuv est totalement informé de ce qui se passe, c'est-à-dire en gros dans la dernière semaine de novembre 1942. À ce moment-là, l'information est connue partout. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de l'information, mais globalement, on sait ce qui se passe. Et parfois même en temps réel ou avec 24 heures de décalage. Par exemple, quand la révolte du ghetto commence le 19 avril 1943, dès le 20 avril, les gens de Tel Aviv ou d'ailleurs savent ce qui est en train de se passer à Varsovie. Donc le troisième point, c'est que pour se protéger d'un présent absolument impossible à assumer, trop violent, on va le vivre au passé. Donc on va vivre la catastrophe qui est en train de se dérouler comme si elle était déjà passée, et on imagine Yad Vashem, précisément. Donc, quand la guerre finit, quand l'État devient indépendant en 1948, eh bien, le gouvernement israélien fait voter la loi sur le Yom HaShoah en 1951 et fait voter la loi sur Yad Vashem en 1953. Donc on se dit, ça va très vite. Oui, mais ça va très vite pour Yad Vashem parce que, en 1953, les Israéliens savent qu'à Paris est en train de se créer, à partir du mémorial à partir du Centre de documentation juive contemporaine, un mémorial du martyr juif inconnu dont les premières pierres ont été posées dès 1953, dans le quartier où il est encore aujourd'hui, dans le Marais, à Paris. Et donc, en clair, ce que les Israéliens ne veulent pas, ce que Ben Gurion en particulier ne veut pas, c'est qu'une communauté de la diaspora prenne le pas sur l'État d'Israël qui se veut le porte-parole des Juifs du monde entier. Or, c'est ce qui va se passer, ce sont bel et bien les Juifs de France qui vont représenter la mémoire de la Shoah, les premiers, si Yad Vashem ne prend pas les devants. D'où cette façon de brûler les étapes et de créer Yad Vashem, qui en réalité va rester un cadre vide pendant au moins 8 ans, et il ne va rien se passer en réalité. Alors que Paris inaugure son mémorial dès 1956. Bon. Alors justement, s'il ne se passe rien pendant si longtemps, sauf Yom HaShoah, c'est-à-dire une journée, vous savez comment ça se déroule, bon,
Et ce fameux Yad Vashem reste là sur le papier, on sait où ça va se situer à Jérusalem, mais il n'y a rien, il n'y a pas encore de monument, on crée une allée, une allée des justes, on crée une tente du souvenir, mais c'est vraiment l'embryon de ce que sera le Yad Vashem d'aujourd'hui. Alors comment ont lieu les commémorations? Parce qu'elles ont lieu, il y a des rescapés qui veulent commémorer, évidemment. Les commémorations, elles sont privées, elles sont des initiatives privées, d'individus privés, des citoyens, de simples citoyens. La première, c'est à Tel Aviv en 1946, d'un groupe d'individus, mais la plus importante comme commémoration privée, c'est celle du kibbutz Lochamei à Getaot en 1949. Des rescapés du ghetto de Varsovie fondent à côté de Akko, au nord de Haïfa, le fameux kibbutz Lochamei à Getaot, et là, ils ouvrent, avec leurs deniers personnels, aucune aide de l'État, le premier musée consacré au génocide. Et ils fondent aussi la première revue d'histoire consacrée au génocide. Et c'était très intéressant, c'est que le premier musée consacré au génocide, qui est là, qui est lancé par les rescapés de la révolte du ghetto de Varsovie, j'ai oublié les noms de Tivia Lubetkin, etc., et d'autres, c'est que il y a eu une discussion entre eux pour savoir comment on allait appeler ce musée. Il y avait le choix entre Yitzhak Katznelson ou Mordechai Anilevitch. Katznelson, c'est le poète qui a été déporté à Vittel et de là ensuite à Auschwitz avec son fils, assassiné. Anilevitch, vous le savez, c'est... Ça donne une ampleur terrible. C'est le chef de la révolte du ghetto de Varsovie, le Shimon Hatzair. Et finalement, ils vont appeler le musée Katznelson. Katznelson, c'est-à-dire le témoignage et non pas le combat. Bon. Ensuite, il y aura d'autres musées, bien sûr. Il y aura privés aussi. Yad Mordechai, Massoua, Bet Terezin, c'est le dernier en date, dans le centre d'Israël en 1975. Bon. La loi sur Yad Vashem, je l'ai dit, elle est votée en 1953, mais c'est seulement en 1961 qu'on commence vraiment les travaux importants. On inaugure la chambre du souvenir et en 1962, on ouvre l'allée des justes. Bon. Donc c'est très très tardif, et encore une fois, c'est toujours pour essayer de rattraper Paris, mais en fait, Paris les a supplantés. Et reste là quand même la commémoration annuelle, la journée du souvenir, qui est fixée, vous le savez, au mois de Nissan, c'est-à-dire en gros au mois d'avril. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est l'intitulé de la loi. C'est Yom HaShoah ve'Hagvoa, le jour de la Shoah et de l'héroïsme. Tout se passe comme si on ne pouvait pas commémorer la Shoah toute seule, il fallait adjoindre l'héroïsme. Comme si cette catastrophe inspirait de la honte. D'où l'héroïsme. Alors aujourd'hui, on parle de Yom HaShoah, mais en fait, ce n'est pas l'intitulé exact de la journée, c'est ve'Hagvoa. Donc, quand je dis que cette dimension de honte, ve'Hagvoa, aujourd'hui elle est un peu oubliée, mais elle a été omniprésente en 1950, c'est une dimension centrale. En un mot, les rescapés font honte, et tout ce qui s'est passé fait honte, et c'est ce qui explique que cette mémoire est une mémoire discrète, au moins jusqu'au début des années 60. Et en revanche, la mémoire des combattants, ceux des ghettos, il y a Varsovie, mais il n'y a pas que Varsovie, il y a eu 93 révoltes dans les ghettos, 93 ghettos qui se sont révoltés. Le plus connu, c'est Varsovie, bien sûr. Mais lorsque la jeune juive hongroise Hana Senesh, qui avait été parachutée, volontaire, avec quelques camarades de la Haganah, avec l'accord des Anglais, bien sûr, parachutée par les Anglais, dans les Balkans, pour essayer de rejoindre la résistance hongroise et sauver le judaïsme hongrois de la déportation, elle en était elle-même de Budapest. Hana Senesh est prise, vous savez, etc., elle est fusillée, bon bref. L'État d'Israël récupère ses cendres en 1950. Et lorsque les cendres de Hana Senesh arrivent à Haïfa, au bateau, c'est un convoi national qui est organisé dans tout le pays, qui dure 3 jours, c'est-à-dire qu'elle traverse tous les villes, les villages, etc. du pays, qu'on fait traverser, c'est carrément des funérailles nationales. Tout se passe comme s'il fallait donner à la population l'image de la résistance à la Shoah. Bon. Donc, cette mémoire, c'est comme ça qu'elle se dessine dans les premières années, et j'ajoute en plus, c'est une mémoire qui est confisquée par la gauche travailliste au pouvoir. Qui dirige à ce moment-là? C'est le MAPAI, c'est-à-dire l'union de tous ces partis de gauche de jadis, le Ardout Avoda, etc. C'est Ben Gurion, et pas seulement lui, mais même s'il est resté longtemps au pouvoir. Et quand je dis que c'est une mémoire confisquée, pourquoi? Parce que dans cette mémoire de la Shoah, eh bien, quand vous la lisez aujourd'hui en historien, vous constatez qu'il y a 2 grands absents.
ce sont les bundistes. Les bundistes ont fait partie de la résistance partout. Ce sont des combattants de premier ordre. Mais c'est aussi, parfois, au dehors des bundistes, parfois, c'est aussi, très souvent, non pas parfois, des sionistes révisionnistes de Jabotinsky. C'est-à-dire la tendance de Begin dans ces années-là. Ils étaient en première ligne, par exemple, au ghetto de Varsovie, ce sont les sionistes révisionnistes de droite, donc, de Jabotinsky. Jabotinsky est mort depuis 1 an aux États-Unis. Ce sont eux qui fondent la première organisation de résistance. Anielewicz fonde l'organisation de résistance qu'on appelle l'OJC, Organisation juive de combat, 1 an plus tard, en 1942. Et ça disparaît complètement des histoires officielles. Pas un mot de ces militants-là. Pas un mot des bundistes. Or, les bundistes... Les bundistes étaient contre, justement, les Israéliens, contre... Oui, bien sûr. Et bien sûr. Non, mais on fait de l'histoire. On ne fait pas du militantisme. Ah, c'est de l'histoire. Non, mais c'est là où on est honnête. Il faut dire ce qui s'est passé. Parfois, ça ne plaît pas, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça peut ne pas plaire. Mais il faut dire. Pareillement pour Edelman. Edelman, voilà. Edelman, il a complètement de la... Vous avez raison. Marek Edelman, c'est un héros du Bund. Mais il est antisioniste. Il a totalement disparu des histoires officielles. Parce que j'avais lu, je me souviens, je fais un bref aparté, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tout ce qu'avait raconté la revue du Mémorial de la Shoah sur la révolte du ghetto de Varsovie depuis 1946, à peu près. Chaque anniversaire du mois d'avril. Et j'étais étonné de voir que les révisionnistes disparus, Edelman disparu aussi. Bon. Je reviens, je recentre le sujet. Donc la mémoire est sélective. Alors, on pourrait conclure à partir de ce que je viens de dire ici, que dans les années 45, 48, 50, jusqu'au projet Eichmann en 61, l'État d'Israël n'a rien fait sur la Shoah. Pas du tout. L'État d'Israël ne reste pas silencieux. D'abord, il y a chaque soir, dans les premières années qui suivent la création de l'État, une émission de radio qui dure 30 minutes, qui est très suivie, qui porte sur les disparus, et qui est très écoutée. Un tel, la tante, un tel du ghetto de Riga cherche son cousin qui a disparu ici, mais on l'a retrouvé par la Croix-Rouge, il est maintenant hébergé ici ou là, etc. Et ça permet énormément de rencontres. Et c'est une émission sur les personnes disparues et recherchées qui a un énorme, énorme retentissement. Et ça dure plusieurs années. Deuxièmement, penser que l'État reste silencieux, non, parce qu'en fait, la parole publique, elle est là. Mais c'est une parole publique qui est confisquée. C'est-à-dire que les rescapés, le rescapé de base, les 400 000 rescapés qui sont là, sont pas tous des Borderais Anielewicz. Les rescapés sont des rescapés qui se sont contentés de survivre. C'est énorme déjà, survivre dans un contexte pareil. Bon. Et ils n'ont pas forcément pris les armes. Ceux qui ont pris les armes, les Loubenkin et les autres, c'est une poignée seulement, c'est une petite minorité. Ceux-là, on ne les entendra jamais. Donc lorsque Yom HaShoah arrive au mois d'avril, on entend à la radio, il n'y a pas de télévision encore à l'époque, toujours les mêmes. Chaque année, c'est toujours les mêmes. L'interview de Tzivia Loubenkin, l'interview de son mari dont j'ai oublié le nom, l'interview de tel héros de tel ghetto, de tel héros, etc. Mais le rescapé ou déporté de base, jamais. Pas un mot. Celui-là, on l'entend jamais. C'est-à-dire que non seulement ils sont peu entendus, ou seulement ils ne sont même pas entendus, mais morts, d'une certaine façon, on considère qu'ils ont eu tort puisqu'ils ont été à l'abattoir comme des moutons, et vivants, ils sont suspects, dans le fond. Si c'était si terrible, pourquoi êtes-vous resté en vie? Comment êtes-vous resté en vie? Par quel stratagème? Est-ce que vous n'avez pas pris, d'une certaine façon, la vie de quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous fait pour rester en vie? Donc, de tous les côtés, finalement, ils ont interdit de parole. Bon. Et il y a au moins 3 facteurs à ce silence qui sont peu entendus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mémoire de la Shoah qui est omniprésente, oui, qui fonctionne comme une religion civile d'une certaine façon, et on oublie un certain nombre de paramètres historiques de l'époque. 3 facteurs. Premier facteur, chez un grand nombre de rescapés, aussi bien en Israël qu'en France, qu'ailleurs, peu importe, il y a une dimension qui est rarement mise en avant, c'est la honte. La honte d'avoir été réduit à ça. Et dans le silence des parents et leurs enfants, qui est très fréquent, en Israël comme ailleurs, il y a cette dimension de honte. Pas seulement, il y a aussi la volonté de protéger les enfants, de ne pas raconter l'horreur absolue. Mais il y a la dimension de honte, ça c'est important. Deuxième point, le silence des rescapés. Le rescapé lambda, c'est un silence qui est lié au fait qu'ils savent qu'ils sont très peu écoutés, ou en tous les cas qu'ils sont très peu entendus, ou qu'ils sont très peu entendus. Beaucoup de rescapés ont raconté les mêmes souvenirs quand ils ont commencé à parler timidement des horreurs de tel ghetto, ou des horreurs de telle tuerie dont ils sont réchappés par miracle.
on va les faire taire assez rapidement pour leur dire, en posant la main gentiment sur l'avant-bras, tu sais, ici aussi c'était difficile. On a vécu des heures difficiles. C'est passé la même chose en France, où quand les rescapés commençaient à parler, on leur a fait comprendre qu'on manquait de chocolat, que sinon la guerre, et que le ravitaillement était très difficile. Et c'est vrai que le ravitaillement était très difficile, et qu'il y avait de vrais problèmes de sous-alimentation. Et puis la troisième raison, c'est que le silence des rescapés est un silence nécessaire pour la reconstruction. Les rescapés, on l'oublie souvent, c'est banal, mais ils sont jeunes par définition. Ils ont 16 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans. Des rescapés de 50 ans, c'est rarissime. Il y en a un qui est mené au procès Eichmann, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc globalement, ces gens jeunes vont fonder une famille, ils vont avoir des enfants, et ces enfants, pour les protéger, souvent, pour cette raison, comme aussi pour la raison liée à la honte, ils vont garder le silence. Donc, il y a un silence de la part des rescapés, au moins jusqu'au procès Eichmann, et pourtant les années 50 sont marquées par une véritable logorrhée sur le sujet Shoah. Logorrhée pourquoi? Parce que l'actualité politique vient constamment rappeler la tragédie. Par exemple, la question allemande. Faut-il ou non importer des livres allemands? La question se pose dès 1950. Faut-il enseigner l'allemand au lycée? Faut-il, quand Martin Buber reçoit le prix Goethe à Francfort en 1949 de la jeune République fédérale, faut-il qu'il aille à Francfort recevoir son prix? Bon, il y a toute une polémique entre intellectuels, certains disent absolument non, et finalement Buber y va. Bon, bref. Deuxième question qui se pose très vite, faut-il accepter les réparations d'Allemagne en 1952? Énorme débat qui va carrément jusqu'à des affrontements physiques dans la rue quand le camp révisionniste de Begin dit pas question d'accepter l'argent des assassins. Troisième question, la question des conseils juifs. Qu'est-ce que c'était que les Judenrat? Ont-ils collaboré? Est-ce qu'on peut employer le mot collaborer pour les conseils juifs? Or, il y a un certain nombre de gens qui ont survécu au conseil juif et qui se retrouvent en Israël d'ailleurs. Et il y a eu des règlements de compte parfois dans la rue de responsables de conseils juifs qui ont été reconnus par des déportés, ou enfin tout simplement par leurs homologues. Et puis, quatrième question, la question des relations avec l'Allemagne. 65, ouverture des relations diplomatiques. Faut-il ouvrir un dialogue avec l'Allemagne de Bonn? La RFA, avec la RDL, il n'est pas question. Avec la RFA. Bon. Voilà des questions qui se posent constamment. Mais pas seulement. Vous avez une deuxième série de questions qui se posent, c'est la défense. C'est-à-dire que l'État d'Israël est encerclé sans accord de paix avec ses voisins, dont les voisins disent tous les jours dans les radios arabes qu'ils veulent l'exterminer, l'éradiquer, le jeter à la mer. Ces radios arabes, évidemment, sont traduites en hébreu. Les Israéliens peuvent en lire des extraits, mais il y a déjà, dans les années 50, une immense immigration venue du bassin méditerranéen qui sait parfaitement l'arabe, qui comprend parfaitement l'arabe. Même un Marocain comprend en gros l'arabe jordanien, en gros, pas très bien. Mais les Arabes syriens, les Arabes irakiens venus en masse, contre leur gré en Israël, comprennent parfaitement cette propagande. Et ils en parlent. Ce sont des menaces d'extermination pure et simple. Donc la Shoah est impossible à passer au second plan parce que l'extermination, c'est un présent continu, si vous voulez. Donc quand la population israélienne est étranglée par un sentiment d'obsidionalité, d'ennemi qui veut constamment les mettre à la porte, c'est pas les mettre dehors et les exterminer d'abord, c'est pas du tout un fantasme, c'est une réalité. Une réalité qu'ils vivent au jour le jour et ils en ont des preuves, eux, tous les jours. Bon. Donc, l'environnement arabe d'Israël dans ces années-là maintient le cauchemar en vie en permanence. Surtout d'autant qu'on sait que Nasser en Égypte non seulement professe le négationnisme, mais il a accueilli un certain nombre d'anciens nazis qui travaillent pour les services secrets égyptiens, qui mettent au point même des armes chimiques que l'Égypte va d'ailleurs utiliser au Yémen dans les années 60, etc. etc. Bon, bref, toute cette question de l'attitude des États arabes vis-à-vis d'Israël à ce moment-là, mais aussi de l'attitude des États arabes vis-à-vis de la Shoah, à ce moment-là, c'est le négationnisme pur et simple, ce qui n'était pas le cas en 1945. C'est ça qui est intéressant de noter. Si vous prenez Al-Aram, le grand journal égyptien en 1945, c'est pas du tout négationniste. Il parle clairement de ce qui s'est passé. Et même chose, dans les tout débuts de la presse palestinienne en 1946, on parle de ce qui s'est passé. Et très vite, à partir de 1946, 1947, 1948, c'est fini. On vire vers le négationnisme pur et simple, il ne s'est rien passé. Bon. Voilà la situation jusqu'au procès Eichmann. Alors le grand tournant, le grand basculement qui va opérer la situation vers aujourd'hui, c'est 12 années qui commencent au procès Eichmann et qui se terminent en gros, ça ne se termine pas vraiment mathématiquement, mais en gros ça s'étale jusqu'à la guerre du Kippour, 73, ça fait 12 ans. 12 années
qui commence par le procès Eichmann, qui a été une révolution dans l'État d'Israël, que Ben Gurion a voulu, mais il n'a pas voulu la révolution, il n'avait absolument pas prévu l'impact qu'il aurait. Ben Gurion, et comme les services israéliens, le Mossad, savent où est Eichmann depuis déjà 3 ans. Il est en Argentine, il s'appelle Ricardo Clemente, à Buenos Aires, etc. Tout ça, c'est su. Mais Ben Gurion ne donne pas le feu vert à l'enlèvement. Il donne le feu vert à l'enlèvement qu'en 1960, vous connaissez la suite, il est enlevé, il est ramené en Israël, etc. En clair, Ben Gurion veut un procès. Il veut un procès pourquoi? Parce qu'il estime qu'à Nuremberg, on n'a pas jugé le génocide des Juifs, ce qui est vrai d'accord, c'est tout à fait vrai, ça a été jugé à la marge, bon, sur le fond. Il veut donc un procès en Israël pour juger le génocide des Juifs, et aussi pour montrer la centralité juive dans le monde juif, la centralité d'Israël dans le monde juif. Israël est le porte-parole des Juifs du monde entier, que cela leur plaise ou non, sioniste ou pas, mais aussi pour commencer à colmater les brèches de la société israélienne. On est en 1960, une société qui connaît une immigration de 80 pays différents, et où le fossé entre Ashkenaz et Mizrahim est de plus en plus grave, de plus en plus fort, au point que des responsables du ministère du Travail comme du ministère de l'Éducation, dans les années 58-60, témoignent d'un certain nombre de phrases qu'on entend parfois dans les coups de colère de tel ou tel oriental qui dit « Dommage qu'Hitler ne vous ait pas tués tous ». Ça s'entend, c'est dit. C'est quelque chose qui est effrayant. Et en particulier, lorsqu'éclatent les émeutes de Wadi Salib à Haïfa en 1959, où on voit ces ouvriers d'origine marocaine affronter carrément la police avec des mots d'ordre franchement anti-ashkénazes, pas seulement anti-patronaux ou anti-policiers, mais anti-ashkénazes. Le fossé est terrible entre les populations. Et donc, d'une certaine façon, Eichmann veut un procès qui sera unificateur de la nation pour montrer que le génocide a visé tous les juifs, quelle que soit leur origine. Ce qui est vrai historiquement d'ailleurs, il a tout à fait raison. Bon. Et là, il va réussir au-delà de ses espérances. Bon. Forger une mémoire nationale et tenir compte donc des fractures de la société israélienne. Alors, quand les juifs orientaux, je dis les Mizrahim pour aller vite, hein, pas les séfarades, c'est très particulier les séfarades, hein, se voient comme victimes du racisme, c'est un racisme qui est avéré. Tout le monde le sait. Par exemple, quand le procès Eichmann se prépare, les juifs libyens et les juifs tunisiens qui ont été occupés par les Allemands sont les seuls qui ont été occupés par les Allemands demandent à être auditionnés au procès Eichmann. Finalement, on leur répond non. Ils ne seront jamais auditionnés. Bon, ils ne seront pas les seuls. Les juifs de Belgique n'ont pas été auditionnés. Ils n'ont pas été représentants. Et pourquoi? Bon, attendez, il faut que je termine tout ce que je Bon, bref, je n'ai pas le temps de développer sur les orientaux, mais c'était pour expliquer ce sentiment profond de mépris. Bon. Un mépris qui est tout simplement corroboré par le fait que les vagues d'immigrants orientaux ont été accueillies fraîchement, pour le moins qu'on puisse dire, en réalité, parfois avec un racisme à peine dissimulé. Que ce soit les Marocains, Marocco-Sakine, qui était l'immigration considérée comme la plus basse et la plus primitive, que les Libyens et que les Irakiens, qui étaient d'un très haut niveau culturel, et auxquels on a fait comprendre qu'ils avaient intérêt à oublier l'arabe et à passer à l'hébreu et à oublier tout ce passé, la primitif, parce que tout ce qui était de culture arabe était primitif. C'était quelque chose qui était un véritable bouleversement, un traumatisme absolu pour les juifs irakiens, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. J'en arrive au procès lui-même. Le procès va durer 4 mois. Entre avril et août 61, il y a 85 audiences. 110 témoins sont entendus. Et c'est là la nouveauté. C'est qu'on va entendre, avec ces 110 témoins, des gens qu'on n'écoutait jamais, qu'on n'entendait jamais. Dans les 110 témoins, vous avez des rescapés de la Shoah lambda. Vous n'avez pas que le fameux Louvenkin, etc. Vous avez 4, 5, 6, 7, 10 comme ça. Mais vous avez des tas de gens qui ont réussi, par chance, souvent, par un concours, une opportunité, à s'en sortir. Et là, heure après heure, jour après jour, pendant 4 mois, alors que les débats sont diffusés en direct à la radio, c'est le matin, c'est une partie de l'après-midi, les gens ne peuvent pas écouter, mais on est à l'époque de la révolution du transistor. C'est-à-dire qu'on peut se balader avec la radio collée à l'oreille. Et certains écoutent. Ceux qui ne peuvent pas écouter, le soir, il y a une retransmission d'extraits de 30 minutes des débats de la journée. Donc on peut savoir ce qui s'est passé. Et là, la surprise de Ben Gurion, c'est que toute la nation israélienne écoute. Elle écoute quoi? Elle écoute un traumatisme raconté au jour le jour, où là, il ne s'agit plus du tout de résistance, il s'agit d'une plongée dans l'horreur totale.
absolue. Et ça, c'était réellement quelque chose qui explique aux Israéliens ce qu'était réellement la profondeur de la Shoah. Ce n'est pas une persécution parmi d'autres, c'est quelque chose d'indicible sur le fond, de très difficilement dissible, et fait comprendre également à tous les Israéliens, de quelque origine qu'ils soient, que cette tragédie, c'est leur tragédie. C'est-à-dire qu'ils soient nés libyens, marocains, irakiens, polonais ou autres, c'était leur destin d'être broyés par cette machine de mort. Donc la première conséquence du procès, c'est un facteur d'intégration des communautés orientales. Il y a une multiplicité de témoignages, je ne peux pas vous les lire ici, c'est trop long, de jeunes orientaux qui, au sortir de l'armée, par exemple, ou au sortir du lycée, en classe terminale, on leur a posé la question, comment ressentez-vous l'histoire de la Shoah après le procès Eichmann, etc. Et tous disent la même chose, c'est notre histoire, à peu près, pour résumer le propos, c'est notre histoire. Bon. Voilà le premier gros impact qui fait que la Shoah devient l'histoire de tous, et pas l'histoire des seuls résistants, tel que c'était, comme par une parole un peu aseptisée, chloroformée du mouvement travailliste jusque-là. La deuxième épreuve qui va raviver la mémoire de la Shoah et qui va en faire un événement central, c'est 67. C'est l'avant-guerre des 6 jours. Il y a 3 semaines, vous vous souvenez, 3 semaines d'attente où un grand nombre de gens pensent, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, que l'extermination est de retour. Le spectre de l'extermination est là. Alors évidemment, on a beau jeu ensuite de dire la victoire a duré 6 jours, elle a été triomphante, etc. Mais ce qui compte, c'est pas seulement la victoire, c'est les 3 semaines qui ont précédé, qui ont réveillé le spectre de l'extermination. Peu importe que ce ne soit pas fondé, parce qu'aujourd'hui, les esprits forts disent en réalité, les généraux israéliens savaient qu'ils allaient gagner la guerre, etc. Mais peu importe. L'important, c'est comment ont vécu les Israéliens à ce moment-là. Et les Juifs de la diaspora l'ont vécu de la même façon. C'est-à-dire que dans un État qui a été conçu pour ne plus jamais connaître la menace de l'extermination, c'est là que la menace de l'extermination est réveillée. Et là, vous avez beaucoup de témoignages, dont le fameux livre publié en 69, qui s'appelait Paroles de combattants, Siach Lochamim, les paroles de combattants, où de jeunes combattants de 67, 20 ans, 21 ans, 22 ans, beaucoup sont nés là, dans le Yishuv. On leur dit, est-ce que vous pensiez vraiment que l'extermination était possible? Et tous répondent oui. Sans aucune hésitation, oui. Et que l'extermination est possible, d'ailleurs, cette idée d'une extermination possible, vous allez la retrouver durant la guerre du Kippour, j'y viens dans un instant, lorsqu'aux 2 premiers jours de la guerre du Kippour, quand sur le Golan, la situation est désastreuse, avec 70 chars contre 1000 chars syriens à peu près, eh bien, vous avez le témoignage aujourd'hui des plus contestés, vous avez Moshe Dayan et Golda Meir, qui l'un et l'autre parlent de la possibilité d'une destruction du 3e temple. Ils disent Khurban Bayit. C'est la possibilité de la destruction du 3e temple. Dayan le dit clairement. Bon. Et donc, le 3e choc, après le 2e choc de la peur de l'extermination, qui certes a été effacé par la victoire, mais le traumatisme psychique, il est là. C'est la guerre du Kippour. Et là, la guerre du Kippour, il y a eu deux craintes. Une peur de la défaite, les premiers jours, c'est indéniable. Bon. Mais c'est pas ça qui l'a emporté dans la mémoire israélienne. Ce qui l'a emporté dans la mémoire israélienne, c'est l'abandon. Parce que cette guerre qui a duré 18 jours a épuisé les stocks de munitions dans les 2 camps. Du coup, un pont aérien soviétique a alimenté les uns, un pont aérien américain a alimenté les autres. Bon. Il se trouve que pour que le pont américain soit effectif, qui vient de Caroline du Nord, il faut que les avions américains se posent quelque part en Europe, chez un allié de l'OTAN. Or, tous les alliés de l'OTAN disent non. Nous sommes au début du chantage sur le pétrole par l'OPEP. Tous disent non, tous, aussi bien l'Italie. La France n'est plus dans l'OTAN à ce moment-là, n'en parlons plus, aussi bien l'Italie que les Pays-Bas, des alliés fidèles, etc. Et même des amis d'Israël, comme les Pays-Bas, par exemple. Tous disent non, sauf un, le Portugal, sur sa base militaire des Açores. C'est le seul où les avions américains vont se poser. C'était indispensable pour les ravitailler en kérosène pour continuer jusqu'à Tel Aviv. Tout le monde a oublié cet épisode, sauf les Israéliens, qui eux se sont dit, nous avons réveillé le spectre de l'extermination en 67, nous avons réveillé le spectre de l'abandon en 73. C'est-à-dire les 2 grands traumatismes, entre autres de la Shoah. Bon. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'on constate qu'après la guerre de 73, qui a été sans aucun doute le plus grand traumatisme israélien depuis 48, enfin, à part 48, qui a été un traumatisme terrible, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle les livres du souvenir, les Histoire-Bucher, les livres du souvenir des communautés juives anéanties dans la Shoah, en Europe orientale, la moitié des livres du souvenir ont été écrits après la guerre du Kippour.
C'est-à-dire qu'on a vu à ce moment-là le spectre de l'extermination revenir et la nécessité de redonner vie aux disparus. Et j'ajoute que cette guerre du Kippour, elle intervient 1 an après la tuerie de Munich en Allemagne, et la tuerie de Munich a accru le sentiment de solitude des Israéliens, d'abord parce que la police allemande vous savez, c'est très mal débrouillé, et puis ça a lieu à Munich, et ça a lieu en Allemagne. C'est-à-dire que le symbole est évidemment terrible. Bon. Voilà, et à partir des années, après les années suivantes, voilà les 12 années, qui vont réveiller le traumatisme de la Shoah et qui vont inscrire la Shoah dans l'identité israélienne. Mais les années suivantes, le traumatisme a continué, d'abord parce qu'il y a eu toute une démonisation d'Israël qui a suivi la guerre des 6 jours, une diabolisation d'Israël, une haine judéophobe qui s'est répandue à l'échelle du monde, en particulier avec la création de la République islamique d'Iran en 1979. Il y a eu une réactivation de la précarité d'Israël avec la première guerre du Golfe en 1991, quand les Israéliens ont été sommés par les Américains de ne pas réagir. Ils ont reçu 39 missiles, mais il fallait surtout pas réagir, et ils n'ont pas réagi. Ça voulait dire que, même là, ils étaient dépendants finalement d'une grande puissance. En un mot, tous ces événements conjugués ont montré aux Israéliens, à la jeunesse israélienne entre autres, qui avait voulu progressivement se séparer de l'image du juif persécuté, que d'une certaine façon l'État d'Israël était redevenu juif. Mais dans le plus mauvais sens du terme sur ce plan-là. C'est-à-dire avec tout un sentiment de précarité qu'on avait voulu éradiquer une bonne fois pour toutes. Donc, l'histoire de la Shoah est intégrée dans la conscience nationale des jeunes Israéliens. Elle est confortée par l'appareil d'État, par exemple par la police, par l'armée, par l'école. La police, c'est-à-dire que tous les jeunes apprentis policiers font une journée à Yad Vashem, une journée à Beit Lochem Getaot, et ont des cours sur la Shoah. Tous les jeunes qui entrent à l'armée font une journée à Yad Vashem, etc., à Lochem Getaot. Et surtout l'éducation, puisque les programmes concernant la Shoah sont considérables en classe de première, je crois, au terminal, je ne sais pas exactement, dans tous les cas, c'est plus d'une vingtaine d'heures. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe, par exemple. Et puis, il y a ces fameux voyages en Pologne depuis 1988. Bon. Avec, d'ailleurs, une refonte des programmes qui est très intéressante à noter, parce que la première refonte des programmes d'histoire, c'est 77, où il y a 2 composantes majeures de l'identité israélienne, c'est la guerre d'indépendance en 1948 et la Shoah comme composante majeure de l'identité. Ça, c'est nouveau. Et la deuxième refonte, c'est 11 ans plus tard, en 1988. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de lire l'intitulé du programme d'histoire de terminale. C'est de la Shoah à la Renaissance. Mishoah et Tkuma, la Renaissance. D'une certaine façon, comme si on avait atteint le fond du fond de l'abîme pour pouvoir mieux rebondir plus tard. Donc, et en y intégrant, d'ailleurs, c'est ça qui est nouveau en 88, le sort des Juifs d'Orient. C'est-à-dire que cette fois, on va parler des Tunisiens et des Libyens. Bon, qui n'ont pas connu la Shoah au sens des Polonais, bien sûr, qui ont connu l'occupation allemande. Bon. Et cet état d'esprit, il est résumé par exemple par le journal Haaretz en 87, qui écrit ceci. Et juif, celui qui sent qu'à Treblinka, tous ses parents ont été assassinés. Et il importe peu qu'il soit né dans le Mela de Casablanca, le Mea Shearim de Jérusalem ou à Varsovie. Alors, comment expliquer cette mutation en dehors des raisons que je viens de donner? Il y a d'autres raisons qui sont des raisons, je dirais, démographiques et politiques. Premièrement, une raison démographique, nous vivons à ce moment-là, entre le procès Eichmann et les années 80-90, le passage de la première à la deuxième génération puis à la troisième génération. C'est-à-dire qu'en clair, la première génération a du mal à parler, à transmettre à la deuxième. En revanche, quand elle voit sa vie se terminer, ses dernières années venir, elle veut témoigner, et c'est vrai de tous les contemporains d'une catastrophe historique, que ce soit les rescapés du Goulag ou les combattants de la guerre civile espagnole, ils réagissent tous de la même façon. Dans les dernières années de leur vie, ils veulent parler. Mais ils ne veulent pas parler aux enfants qu'ils ont toujours voulu protéger, ils vont parler aux petits-enfants. Et on voit parfois certains d'entre eux écrire leur mémoire, ou un simple mémoire de 40 pages, en le remettant directement au petit-fils, en passant par le fils ou la fille. Bon. Donc, ils veulent parler, mais pas aux enfants. Et c'est ce qui va se passer. On va parler aux petits-enfants. Deuxièmement, objectivement, ce qui a renforcé la mémoire de la Shoah, c'est non seulement que ces gens-là sont sortis du silence, c'est aussi le fait que la condition juive, dont on avait pensé naïvement qu'après Auschwitz, elle était débarrassée de l'antisémitisme, la condition juive est objectivement une condition fragile dans le monde entier. Et ça, cette expérience de la précarité
pour un Yishuv, un État d'Israël qui prétendait justement finir avec la précarité, c'est quelque chose d'assez bouleversant et traumatisant. Et puis, le troisième point, c'est que toute l'idéologie travailliste socialiste qui a fondé l'État, qui a forgé l'État, de la Histadrout jusqu'au kibbutzim, jusqu'en 1977, le grand bouleversement avec le parti de Begin, le Likoud. Globalement, le sionisme travailliste a rempli ce rôle, il a créé l'État, il a donné une structure solide, etc. Mais les idéaux de ce sionisme travailliste se sont finalement fondus comme neige au soleil, ils se sont évaporés. En un mot, il y a eu une libération de la parole à partir de 1977, et la légitimité, il a fallu la trouver ailleurs que dans l'épopée des kibbutzim ou dans l'épopée du Palmar. C'était ailleurs. Et de là, donc, la multiplication des voyages en Pologne dans les années 80. De là, le fait que les nouvelles recrues de la police et de l'armée ont été formées, comme je vous l'ai dit. Mais aussi, parce qu'on passe de la première à la deuxième et troisième génération, les grands-parents vieillissants de la première génération venus d'Europe orientale, après l'effondrement du mur à Berlin, au début des années 90, ont entamé des voyages en Europe pour montrer à leurs petits-enfants, parfois aussi à leurs enfants, ce qu'ils avaient vécu, où ils avaient vécu à Vienne, à Berlin, à Prague, etc. Et donc, ces voyages de mémoire en Europe, et pas seulement sur les lieux de la mort, mais en Europe tout court, ces voyages de mémoire ont réancré la Shoah dans l'histoire juive en général et aussi dans l'histoire du peuple israélien. Bon. Et le dernier point qui a joué dans la réactivation de la mémoire de la Shoah pour en faire un événement central, c'est évidemment la menace existentielle avec l'Iran. Car c'est une menace existentielle, puisque les appels à la destruction sont quotidiens. En Occident, on a du mal à croire, parce qu'en Occident, on parle de l'Iran une fois, bon, maintenant beaucoup à cause de la Révolution, mais une fois toutes les semaines. Mais ici, c'est pratiquement chaque jour qu'on peut traduire les appels à la destruction. Or, l'histoire juive est assez enracinée dans la connaissance pour savoir qu'il faut toujours prendre au sérieux les menaces de destruction, toutes les menaces de destruction. Donc, l'environnement haineux, pas seulement l'Iran, mais l'environnement haineux, malgré les accords d'Abraham, par exemple. Regardez le Maroc. Bon, regardez le Qatar, ce qui se passe avec les supporters marocains. Tout cela contribue à faire de la Shoah, non pas seulement une question d'histoire, mais une sorte de présent constamment recommencé. Une sorte de présent de mémoire inapaisable. Alors, je dirais, je terminerai là-dessus, que cette centralité de la mémoire de la Shoah, elle a des inconvénients considérables, bien sûr. Bien sûr que dans un premier temps, on peut dire oui, je disais, cette mémoire, elle a bien sûr permis de consolider la nation israélienne. C'était pas, et de loin, le seul facteur de consolidation, mais ça y a participé à partir du procès Eichmann. Mais en même temps, cette mémoire centrale a fragilisé l'existence d'Israël. C'est-à-dire que cette hypermnésie de la Shoah s'est doublée d'une amnésie du sionisme. Et pourquoi je dis c'est une fragilisation? Parce que la légitimité véritable de l'État, c'est le sionisme. C'est pas la Shoah. La Shoah est une catastrophe. C'est une histoire de mort. C'est pas là la légitimité de l'État juif. Quand on lit les textes des premiers fondateurs du sionisme, ils n'ont jamais voulu créer un État pour être un refuge. C'est pas du tout la volonté des Ahad Ha'am et des pères du sionisme travailliste, depuis Lilien Blum jusqu'aux autres. C'est pas du tout cela. C'est pour concevoir une identité juive qui ne serait pas forcément façonnée par la Torah, mais qui ne serait rien d'autre que juive aussi dans un sens national. C'est ça l'idée de l'État juif au départ. C'est pas seulement la protection contre les pogroms. Bon. Donc, je termine en disant trois choses. C'est une légitimité dangereuse, une légitimité qui ne repose sur la Shoah, que sur la Shoah. Pourquoi? Parce qu'elle participe de la guerre des mémoires, elle participe de la mémoire compassionnelle, de la mémoire des victimes, et il n'y a rien de plus labile, il n'y a rien de plus fluctuant, de plus fragile, d'évanescent, qu'une mémoire qui ne s'intéresse qu'aux victimes. Parce qu'une souffrance chasse l'autre. Et on vous dira, bon, ben oui, vous avez souffert, c'est terrible, mais il n'y a pas que vous qui avez souffert, regardez tel et tel massacre dans l'histoire, etc., etc. Premier point. Deuxième point, c'est dangereux, parce que comme je viens de le dire, en anticipant un peu, le véritable enracinement de l'État d'Israël, sa véritable légitimité, c'est l'entreprise sioniste. Et l'entreprise sioniste, pas seulement par la volonté de créer un État qui repose sur une définition laïque de l'identité juive,
mais de créer un État qui repose sur une décolonisation du sujet juif, de l'oppression européenne et de l'oppression musulmane. En gros, le sionisme est une grande entreprise de décolonisation, fondamentalement. Et ça, mettre la Shoah au premier plan, c'est contribuer à le faire oublier. Le sionisme est un grand mouvement de décolonisation. Si je dis ça, évidemment, les islamo-gauchistes ne laissent pas sortir vivant de la pièce. Et pourtant, historiquement, c'est prouvé, c'est fondé. On peut parfaitement le démontrer, ce n'est pas un slogan militant, je ne suis pas militant du tout. Bon. Donc, deuxième point, c'est cela, ne pas oublier profondément où est la légitimité de l'État d'Israël. Et troisième point, c'est que une fragilisation de l'État parce qu'on ne bâtit pas une identité sur une histoire de mort, sur une histoire de destruction. On la bâtit sur un projet d'avenir qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet d'un État-nation et d'un État-nation destiné à libérer d'une condition d'oppression, de sujétion et de domination. Cela est la vraie légitimité. Et dernier mot, quand je dis que cette mémoire est venue centrale, mais que peut-être les choses sont en train de changer malgré tout aujourd'hui, c'est pas statique, ça bouge de plus en plus, parce qu'elle est très contestée, cette mémoire. De plus en plus de jeunes générations disent ça suffit de la Shoah. Par exemple, on sait que les jeunes Israéliens après l'armée, quand ils font leur tour du monde, un certain nombre passent en Europe, et on en a vu au mémorial de la Shoah quand j'y travaillais, je me souviens de jeunes Israéliens que je connaissais par ailleurs, on me demandait, vous voulez aller voir le mémorial de la Shoah? La dernière chose qu'ils voulaient aller voir, c'était le mémorial de la Shoah. Ils voulaient vraiment mettre une distance avec tout ça. Bon. Donc il y a une contestation dans la presse, un certain nombre d'écrivains, de journalistes qui ont contesté tout cela. Et cette centralité-là, elle m'a frappé un jour lorsque j'ai commencé à travailler aux archives sionistes en 2004. Et je me souviens que je ne savais pas où étaient les archives sionistes. Elles sont situées juste en face de la station centrale de bus à Jérusalem. Vraiment en face, mais on ne les voit pas parce qu'il y a des rangées d'arbres, etc. Vous voyez le Binyan Yehouma? Bon, c'est là, au fond d'une allée, etc. Bon, mais on ne les voit pas. Alors, j'avais rendez-vous là-bas avec une responsable française des archives et je cherche mon chemin, je ne trouve pas. Et on m'a dit 4 boulevard Zalman Shazar, c'était là, voilà, je cherche devant le chauffeur de taxi, les archives sionistes, l'un demande à l'autre, qui demande à l'autre, personne ne connaît. Je demande au kiosquier, personne ne connaît. Personne ne connaît. Alors j'ai téléphoné à cette dame en question et qui m'a dit, où êtes-vous? Je suis dans un café, elle est venue me chercher, c'était à 50 mètres. Et je me suis dit, si j'avais demandé à un chauffeur de taxi au Yad Vashem, s'il pouvait m'y emmener, tout le monde connaissait Yad Vashem, bien sûr. Voilà. Merci.